Nous sommes tous ici, tous ceux qui vont intervenir, tous ceux qui sont autour de la scène, tous ceux qui sont derrière leurs écrans, nous sommes des citoyens. C'est un beau titre et c'est un titre qui nous oblige, qui nous requiert. Nous sommes citoyens, ça veut dire que nous sommes comptables d'un bien commun qui nous appartient, qui est la démocratie. Celle où s'exprime la volonté générale, celle où se construit l'avenir d'un peuple, d'une nation, d'un continent, en l'occurrence de notre pays et de l'Europe. Et si donc nous sommes ici, c'est pour rappeler à celle-ci et ceux-là, nos délégués, nos représentants, les élus de la nation, les députés qui siègent à l'Assemblée nationale, que certes nous leur avons délégué par le mandat qu'ils ont pour 5 ans une partie de notre pouvoir, mais que notre pouvoir, nous ne l'abandonnons pas. Que la démocratie représentative ne s'arrête pas au lendemain du vote et qu'elle se poursuit par une démocratie participative. Nous sommes citoyens, nous faisons aussi la démocratie et c'est dans cette dialectique entre les élus et la société que se construit l'avenir. Alors si nous sommes ici, c'est parce qu'un collectif, il y a 1 an, avant l'élection présidentielle, a pris date pour cette relation entre les citoyens et ceux qui allaient faire la nouvelle majorité. Ce collectif, c'est Roosevelt 2012, du nom de ce président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, qui est associé à ce New Deal des années 30, qui a permis ce sursaut démocratique, social des États-Unis d'Amérique, lequel sursaut démocratique et social a eu l'impact que l'on sait sur la victoire contre les forces de la barbarie et sur aussi les 30 glorieuses dans notre continent, ces valeurs de progrès démocratique et social. Et Roosevelt 2012 est un collectif pluraliste qui rassemble des citoyens de diverses sensibilités, sans parti ou avec parti, ayant toutes sortes d'activités et qui tous sont d'accord, comme dans une dynamique de majorité d'idées, pour des dispositions, des mesures d'urgence, pour sortir de ce sentiment dépressif, de fatalité, de piétinement, de dépression, de déclin qui travaille notre pays et qui, paradoxalement, est plus présent parfois au sommet que dans la vivacité du pays lui-même. Et si Roosevelt 2012 a décidé 1 an après de faire ce rassemblement tous les mardis à partir de ce mardi qui viennent jusqu'à, on verra bien, quand, au moins 1 mois, voire plus longtemps, tous les mardis, ici même, à côté de l'Assemblée nationale, pour dire à l'Assemblée nationale que ces mesures qui étaient là, ces mesures d'urgence, ces mesures immédiates, eh bien, les parlementaires devraient s'en emparer. Il est déjà trop tard. Ils ont trop attendu. Dans les 9 mesures d'urgence qu'il y a dans le petit livre manifeste de Roosevelt 2012, celui-ci, c'était donc il y a plus d'1 an. Il y en a une, je crois que c'est la 4e de mémoire. Vous savez laquelle c'était? Lutter sans pitié, d'urgence et de manière concrète, réaliste, contre les paradis fiscaux. C'était à l'ordre du jour, tout était connu. Et voilà, il faut une petite affaire Cahuzac, un petit offshore leaks à l'échelle mondiale, pour que tout d'un coup on se dise « Ah oui, il faut faire quelque chose pour les paradis fiscaux ». Messieurs, mesdames les parlementaires, n'attendez pas, emparez-vous de cela. Vous n'êtes pas prisonniers de vos partis, de vos étiquettes. Faites des majorités d'idées sur ces leviers-là. Et si Mediapart a accepté d'animer, d'introduire tous ceux qui vont intervenir après moi, c'est parce que Mediapart est un journal citoyen, participatif et pluraliste. Et parce que ces mesures, à la fois radicales et pragmatiques, rejoignent la diversité de ses lecteurs. Alors ce soir, cela va se passer comme cela. Plusieurs intervenants vont suivre. Les premiers vont dire l'urgence, dire l'extrême gravité de la situation, celle qui fait qu'il a été passé le cap des 5 millions de chômeurs et qu'il y en a 1000 de plus chaque jour, toutes catégories confondues.
On pourrait y ajouter entre 8 et 10 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté tel qu'on le comptabilise chez nous. Dire l'urgence, dire l'extrême gravité de la situation. Et le deuxième temps, quelle solution? Dire qu'une autre politique est possible et que la solution du chacun pour soi, du bouc émissaire, de la haine de l'autre, du repli n'est pas fatale et que dans cette course de vitesse, on peut l'emporter. Jean Jaurès, qui était cité dans ce manifeste, avec les deux en conclusion, comme une ombre tutélaire, et avec les deux inspirateurs aux côtés de Pierre Larouturou et de plein d'autres, qui sont Edgar Morin, qui hélas ne peut pas être là ce soir, et Stéphane Hessel, qui hélas nous a quittés il y a quelques semaines, lesquels disaient cette urgence. J'ai apporté cet indignez-vous dont vous vous souvenez tous, qui disait, Stéphane Hessel nous disait tous, combien nous sommes comptables de notre liberté, combien elle nous requiert, combien cela dépend de nous, qu'il ne faut pas attendre qu'un seul bouge là-haut. Ils sont des centaines ici, nous sommes des milliers, des centaines de milliers, nous pouvons bouger collectivement. Et Jean Jaurès, disais-je, il y a 110 ans de cela, Jean Jaurès a une date qui le séparait de la même distance, 110 ans de la Révolution française, celle où l'impossible est arrivé, où les fatalités ont été soulevées, disait « La République, c'est la confiance et l'audace. » La confiance et l'audace. Nous savons tous aujourd'hui, et c'était le propos et la mise en garde de Roosevelt 2012, que s'il y a de la défiance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu trop de prudence, trop d'attente, trop de temps perdu. S'il y avait eu l'audace, il y aurait eu aujourd'hui plus de confiance dans le pays. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, mon rôle est un rôle de présentateur, d'introducteur, de passeur. Dire l'urgence, dire l'extrême gravité de la situation. Je passe la parole à Jacques-Henri Vandal, président du mouvement des chômeurs et précaires, que j'ai connu en Bretagne. La Bretagne étant une région qui a été la plus atteinte ces derniers mois par la crise. C'est une région qui subit profondément la crise, alors qu'on parlait du miracle breton. C'est à vous. Merci Edoui. Je représente ici le mouvement national des chômeurs et précaires et en son nom, qui fédère en France une quarantaine d'associations et 6000 adhérents, et dont la mission principale, c'est l'accueil, la défense des droits et la représentation des chômeurs et précaires partout où leur sort est débattu et se décide. Et je veux parler ici au nom de tous les chômeurs et précaires, car ce qu'on vient de dire et le chiffre qui s'incrémente ici d'un chômeur toutes les minutes en plus montre bien la gravité de la situation. Dans notre mouvement, avec les autres associations de chômeurs et précaires, est intervenu de nombreuses fois ces derniers mois auprès du gouvernement pour l'alerter sur l'urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour améliorer la situation des chômeurs et en particulier tous ceux qui sont en fin de droit ou en situation d'extrême précarité et de pauvreté. Lorsque un chômeur s'est suicidé à Nantes le 13 février dernier, nous avons réagi. Il se trouvait qu'on était en réunion de bureau de notre mouvement et nous sommes allés sur le champ occuper un pôle emploi à Alésia, ici à Paris, pour demander une rencontre rapide avec Michel Sapin, le ministre du Travail. Rencontre que nous avons obtenue le 15 mars avec les autres associations de chômeurs, mais pour autant, nous avons été extrêmement déçus et considéré que le ministre méprisait d'une façon générale les chômeurs et précaires, dans la mesure où il nous a tout juste écoutés, on n'a même pas eu le temps d'échanger et de discuter des mesures que nous proposions. En 1933, il y a eu une grande marche sur Paris des chômeurs, marche qui a été arrêtée par l'armée. Et on a su la suite, c'est la montée du fascisme, du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. La situation aujourd'hui, on considère aussi qu'elle se dégrade à une vitesse grand V, comme le disait Duplenel tout à l'heure. Et c'est pourquoi nous avons décidé,
avec les autres organisations de chômeurs, mais aussi droit au logement et des syndicats de Pôle emploi, le SNU et Sud, d'organiser une marche sur Paris à partir du 10 juin avec une rencontre finale le 6 juillet ici à Paris. Je vais vous donner, à titre d'exemple, quelques revendications que nous portons avec force, et pas tout seul, comme je vous le dis, mais avec toutes ces organisations. Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, proposons des mesures d'urgence que le gouvernement a jusqu'à ce jour refusé de discuter. Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, pour qui les portes dialogue social sont toujours fermées, souhaitons que nos propositions concernant Pôle emploi et les négociations inédites qui vont démarrer soient entendues. Nous, chômeurs, chômeuses en fin de droit à l'assurance chômage, demandons l'indemnisation de toutes les formes de chômage. Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, étudiants et étudiantes, ne pouvons attendre indéfiniment l'inversion de la courbe du chômage, tandis que nous vivons avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté. Nous, chômeurs et salariés solidaires, réclamons le respect du droit au travail pour toutes et tous, notamment par la réduction du temps de travail à 32 heures. Et nous, salariés et retraités, refusons que le gouvernement fasse payer le chômage à l'ensemble de la société par une politique d'austérité, tandis qu'une minorité profite des paradis fiscaux et s'enrichit sans retenue. Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, ensemble, avec le soutien des salariés solidaires, parce que nous refusons la fatalité du chômage, nous marcherons sur Paris pour que le Premier ministre ouvre le dialogue et réponde à nos propositions. Nous ne voulons pas la courbe du chômage inversée, mais le chômage supprimé. On vous appelle tous, les signataires de Roosevelt et bien sûr plus largement, à nous rejoindre et à nous soutenir dans cette marche. Et nous vous transmettrons par l'intermédiaire de Roosevelt aux 100 000 signataires et puis à toutes les personnalités qui sont ici et qui sont aussi signataires de Roosevelt, notre appel à soutien pour la marche et nous souhaitons et nous espérons que vous y répondrez nombreux. Merci. Alors, dimanche dernier, à la surprise même des médias espagnols, le mouvement de Los Indignados, le mouvement le premier à avoir traduit dans les actes cette brochure que les grands-parents et les arrière-grands-parents ont offert à leurs enfants, leurs petits-enfants, ce message de Stéphane Hessel, vous êtes responsable de votre liberté, ça ne dépend que de vous, il n'y a pas de fatalité à attendre que cela se passe en haut. Eh bien, ce dimanche, ils ont refait des marches qui ont fonctionné, qui ont rassemblé beaucoup de monde et qui ont été un succès, relançant le mouvement 15M, comme on dit, du 15 mai, qui a été celui qui a ébranlé, au fond, l'Espagne, qui subit de plein fouet la crise. C'est pour ça qu'on va faire un détour en Europe avec Asun Goicoechea, j'avais dit que je prononcerais bien, excusez-moi, Asun Goicoechea, je lui avais demandé, qui va témoigner de la situation en Grèce et en Espagne. Pardon. Bonjour, buenas tardes. Donc, je m'appelle Asun Goicoechea et je viens du Pays Basque, de la Navarre, donc de l'autre côté des Pyrénées. Et ça fait quelques années que j'habite à Paris. Et je voulais vous parler un peu de la situation de la Grèce et de l'Espagne. Donc, je n'ai pas trop l'habitude de parler en public, je vais lire un peu. La Grèce, d'abord. La situation de la Grèce connaît depuis plusieurs mois une nette amélioration, déclaré récemment un ministre du gouvernement grec. Alors, les FMI, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, la Troïka, a marqué il y a peu sa satisfaction devant la réduction des déficits grecs. Mais à quel prix? Un taux de chômage du 27% et 60% pour les jeunes.
Les salariés et les retraités ont perdu entre 35 et 50% de leurs revenus depuis 2010. Toutes les conventions collectives ont été annulées. Les salariés peuvent être licenciés du jour au lendemain. Et on estime à peu près en 40% le nombre de personnes vivant en dessous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la Troïka vient de suggérer au gouvernement de passer le SMIC à 158 €. Oui, 158 € par mois. Un ami grec me disait hier, la Grèce est devenue un protectorat. À quoi sert de réunir les conseils des ministres? Les décisions sont prises par le Premier ministre, le chef des partis de la coalition et un représentant de la Troïka. Donc, un historien, Panagiotis Grigoriou, dit que la démocratie n'est plus ni présente ni absente en Grèce. Elle est devenue un fantôme. Nous n'allons pas tarder à découvrir les conséquences. Devant l'effondrement de l'État et de la société, la disparition des repères, certains ont cherché refuge auprès du parti néo-nazi, Aube dorée. Et il y a des députés au Parlement grec, comme vous savez. C'est aujourd'hui le 3e parti dans les sondages. Donc, en toute impunité, il fait la chasse aux immigrés et aux homosexuels dans les grandes villes. Et l'année prochaine, des députés néo-nazis de ces partis seront élus au Parlement européen. Donc, ils feront leur salut nazi à Strasbourg 60 ans après la libération. Comment va finir ce cauchemar? De l'autre côté des Pyrénées, donc en Espagne, la situation est plus ou moins la même. Moins pire, on dirait, mais les chômeurs sont 6 200 000. Aujourd'hui, concrètement, 6 202 700 chômeurs. Pour la première fois depuis 30 ans, la population a diminué l'an dernier, car des dizaines de milliers d'Espagnols ont quitté le pays pour essayer de trouver un travail ailleurs. Et une amie syndicaliste nous disait qu'à Madrid, il n'y a plus aucun fils d'ouvrier qui va à la fac. Donc les enfants d'ouvriers se disent que la faculté est trop chère et de toute façon, il n'y a pas de travail, donc ça ne vaut pas la peine. Plus aucune des fils d'ouvriers qui va à l'université, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se casser. Tout n'est pas noir. Heureusement, les Espagnols, comme vous avez dit, ils ont beaucoup de courage. Et ils font face à la crise et avec des efforts collectifs ou personnels. Ils font preuve de beaucoup de créativité, mais ils ont aussi besoin d'oxygène pour que ces efforts puissent déboucher. Une des propositions du collectif Roosevelt, c'est de financer à 1% la vieille dette publique. C'est possible de suite, sans modifier les traités européens, et ça changerait tout pour l'Espagne ou l'Italie. Pourquoi la France ne soutient pas cette idée? Depuis un mois, les dirigeants du Parti socialiste espagnol, Alfonso Guerra et Alfredo Rubalcaba, commencent à reprendre les idées du collectif Roosevelt 2012. Mais il reste encore beaucoup à faire. Dans El País, ça fait quelques jours, même pas un mois, le député Alfonso Guerra dit « Solo una semana de 32 horas en 4 días podría obligar a crear empleo. » Simplement une semaine de 32 heures en 4 jours pourrait créer de l'emploi. Donc ça commence aussi en Espagne. Indignons-nous. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Ce que vient de dire notre ami
Et d'actualité, demain, le président de la République française est à Bruxelles pour passer un grand oral devant la Commission européenne. Et on va voir si la Commission européenne, qui a donné un petit délai pour les 3%, va faire comme avec un mauvais élève. On vous a donné une souplesse, mais maintenant, réforme structurelle, marché du travail, contraintes. En tout cas, c'est ce que dit le commissaire qui est chargé de tout cela. Et donc, ça se joue demain. Il va devant les commissaires, comme un élève qui a demandé un petit sursis. Et c'est là où il y a un enjeu. Rappelez qu'il y a ici un peuple souverain qui est dans cette assemblée, et c'est à lui de faire son avenir. Pierre Larrouturou est à l'initiative, au cœur. Il avait lancé l'idée de la semaine de 4 jours. Il a mené de famille politique en famille de politique et en faisant un chemin qui est le sien, ces combats qui ont amené à la création de Roosevelt 2012. C'est à lui de nous dire que, contrairement au discours lénifiant, la crise, loin de reculer, est encore là. Alors, il faut se souvenir de ce que dit Edgar Morin. Toujours, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. En citant un poète. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Donc, on va écouter. Hölderlin, vous avez entièrement raison. Et donc, en écoutant les alarmes de Pierre, il faut se dire que nous avons rendez-vous avec ceux qui sauvent. Merci Edwy. Jacques-Henri et Hassoun ont bien dit la gravité de la situation, et si on est là ce soir, c'est qu'on sent tous qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans notre pays, dans tous nos pays. Et je trouve que c'est vraiment dramatique. J'ai voté François Hollande dès le premier tour et j'étais très heureux de sa victoire, de la victoire des députés. Il y en a ici, je les remercie d'être là, ou de ceux qui nous regardent sur Mediapart. Mais ce serait une erreur dramatique de continuer à penser qu'on peut sortir du chômage et de la précarité en misant sur le retour de la croissance. Une stratégie qui dirait on améliore notre compétitivité et comme ça on sera bien placé quand la croissance reviendra, nous amène à la catastrophe. Je voudrais juste développer ce point avant que d'autres amis développent des solutions alternatives. Premièrement, évidemment, on peut éviter l'austérité. Dire que la croissance ne... Non, mais Edwy, Bon. Dire qu'on peut éviter l'austérité. Demain, à Bruxelles, il faut expliquer qu'on doit taxer les dividendes au niveau européen. Voilà une des 15 propositions du collectif Roosevelt. Vous voyez tous l'évolution du taux moyen d'impôt sur les bénéfices. Jamais il y a eu autant de bénéfices. Malgré la crise, jamais il n'y a eu autant de bénéfices. Mais tous nos pays baissent l'impôt parce que le voisin a fait pareil. Quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, c'était la même situation. Le Texas baissait son impôt, la Floride baissait son impôt et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Roosevelt prend la parole et dit « Mes amis, cette semaine, au Congrès, je vais demander de créer un impôt fédéral pour mettre fin à ce dumping fiscal. Et le taux d'impôt sera à 40%, qu'on soit au Texas ou en Floride, l'impôt sera pareil. Et la loi a été votée dans la semaine. Les actionnaires ont grogné, évidemment, pour être polis, mais le taux d'impôt est passé à 40% partout. C'était un impôt fédéral. Donc, au lieu de continuer à mettre en place de l'austérité dans tous nos pays, même le FMI explique que l'austérité aggrave les problèmes, il serait temps de créer un impôt européen sur les dividendes. Il serait temps de lutter pour de vrai contre les paradis fiscaux. Les députés peuvent modifier le code des marchés publics et dire qu'il n'y aura plus aucun marché public pour les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. C'est tout à fait faisable, pas besoin d'attendre un accord du G20. Obama a fait passer une loi pour obliger les banques à la transparence. Pourquoi on ne traduit pas la loi? Elle pourrait être votée d'ici cet été. Premier point, l'austérité n'est pas du tout une fatalité. Edwy, je te promets que je peux le faire moi-même. Mais merci beaucoup. Point fondamental quand même. Ça n'est pas sérieux, si on comprend la gravité du chômage et de la précarité, de dire que la croissance va revenir. Ce camion a fait le tour de l'Assemblée pendant toute la journée. Il reviendra mardi prochain, et encore le mardi suivant, encore le mardi suivant. C'est un point archi fondamental. Quand on a 5 millions de chômeurs, si on s'intéresse vraiment à la situation des chômeurs, des précaires, des salariés, est-ce qu'on peut miser sur le retour de la croissance? Voilà l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Déjà, avant la crise des subprimes, il fallait être très optimiste pour penser que la croissance allait régler le problème. Je vous rappelle que UMP et PS, tout le monde dit qu'il faut 2,5% de croissance, 2,5% si on veut donner aux gens des vrais boulots et pas simplement des petits boulots. Ça fait 30 ans, déjà avant la crise des subprimes, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas le taux de croissance de 2,5%. Donc même avant la crise des subprimes, on était nombreux à dire attention, on se trompe, ça marchait il y a 40 ans, ça ne marche plus. Mais maintenant que la crise des subprimes a éclaté, on voit par exemple au Japon
que le Japon n'a que 0,7% de croissance en moyenne depuis 20 ans. 0,7. Alors que le Japon a fait des plans de relance pharaoniques, a fait une politique industrielle très ambitieuse. Ils ont accumulé plus de 200% du PIB de dette publique. Ils ont tout fait au maximum pour relancer la croissance, politique budgétaire au maximum, politique monétaire avec des taux à zéro, politique de recherche la plus ambitieuse du monde. Et même en faisant tout au maximum, le Japon a 0,7% de croissance. Donc, miser sur le retour, on peut éviter l'austérité, on peut éviter la récession, il faut le faire, ce n'est pas seulement qu'on peut, il faut sortir de l'austérité, il faut sortir de la récession, mais miser sur la croissance n'est plus possible. Pardon, c'est pas bon. Dernier, et pourquoi est-ce qu'on dit que... Parce que montrer qu'il y avait de la productivité, c'était bien. Je vais y venir, je te rassure, j'en parlerai, promis. Bien, parce que vous voyez que tout se tient, l'écologie est présente aussi dans tout ça. Donc, voilà. Mais c'est vraiment effrayant. L'autre jour, on quittait l'Élysée avec Michel Rocard, on était reçus au nom du collectif avec Bruno, avec Michel, et Michel disait en sortant, c'est effrayant. Voilà. Miser sur le retour de la croissance aujourd'hui, encore dans les échos d'aujourd'hui, il y a un graphique qui montre que la dette en Chine arrive au même niveau que la dette aux États-Unis. Voilà. Il y a 10 ans, quand on parlait à quelques-uns des problèmes de la dette en Chine, on nous prenait pour des farfelus, des gens qui s'inquiétaient pour rien. Mais aujourd'hui, dans les échos, il y a une... Voilà la courbe de la dette aux États-Unis. Et la courbe de la dette en Chine, la dette totale a doublé. La dette totale a doublé en Chine depuis 4 ans. Donc, tous ceux qui comptent sur les États-Unis ou sur la Chine pour relancer la croissance se trompent complètement. Dernier point avec cette courbe, l'intérêt de cette courbe, c'est qu'elle permet, donc, premièrement, on peut éviter l'austérité. Deuxièmement, miser sur la croissance n'est pas possible. La croissance ne reviendra jamais à un niveau suffisant pour créer les 5 millions d'emplois dont on a besoin. Mais Et par contre, le système peut péter en Chine ou ailleurs. Donc, il y a urgence. Donc, donner du temps au temps, attendre, on verra dans 1 an ou dans 2 ans si la croissance est revenue, c'est juste dramatique. Parce que tous les articles qui sortent depuis quelques jours sur la situation en Chine disent que la bulle immobilière a éclaté et qu'on peut avoir un énorme crack en Chine. Vous avez aimé ce qui s'est passé en Espagne avec l'éclatement de la bulle immobilière. Ça peut être pire. Et tout le monde dit que c'est dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc, au lieu de laisser du temps au temps et de laisser pourrir notre société, de laisser se disloquer le corps social, il faudrait au contraire tout faire pour très vite retrouver la confiance, retrouver la résilience de notre pays. Dernier point sur cette courbe, elle est importante pour montrer politiquement d'où vient la crise. La crise de la dette, on voit aux États-Unis que c'est vraiment avec l'arrivée de Ronald Reagan qui a besoin de plus en plus de dettes. Et ce que disait Edwy tout à l'heure, ce qu'avait fait Roosevelt, ce qu'on a fait dans tous nos pays quand on croyait à la cohésion sociale, quand on était capable, après-guerre, de construire un contrat social, pendant 30 ans, ce n'est pas quelques humanistes éthérés qui le pensent, pendant 30 ans, dans tous nos pays, il n'y avait besoin ni de dette privée, ni de dette publique pour nourrir l'économie. Et c'est avec l'arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis qu'on voit qu'il y a besoin de plus en plus et de dette privée et de dette publique. En particulier, dernier point, parce que dans tous nos pays, on a dérégulé le marché du travail et que dans tous les pays occidentaux, ce qui va au salaire n'a pas cessé de diminuer depuis 30 ans. Ce qui allait au salaire pour l'ensemble des pays occidentaux, c'était 67% du PIB. Cette courbe est absolument fondamentale pour poser le bon diagnostic. Au bout de 5 ans de crise, si on veut en sortir, il faut poser le bon diagnostic. Dans tous les pays occidentaux, le partage entre ce qui va aux dividendes, ce qui va au salaire, était à peu près équilibré. C'était 67% du PIB qui allait au salaire, aux caisses de sécu, aux caisses de retraite. Et puis, on a dérégulé le marché du travail. On a la part des salaires, la peur du chômage est dans toutes les têtes. Si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Le marché du travail est complètement déséquilibré. La part des salaires tombe à 57%. Donc, au total, en 30 ans, ce sont 150% du PIB, 150% du PIB qui sont partis vers les marchés financiers au lieu d'aller aux salariés et aussi à l'État et aux collectivités via les impôts. Donc je finis là-dessus. La priorité pour sortir de la crise, ce n'est pas attendre un retour miraculeux de la croissance. Je suis étonné qu'un parti laïque comme le PS compte autant sur un miracle et sur l'action de Sainte Rita pour faire venir refaire venir la croissance. Non mais c'est surréaliste. La croissance, plus on attend la croissance, plus on augmente le risque de récession. Par contre, on peut sortir de l'austérité. On peut, Patrick va en parler, avoir une vraie politique du logement, une vraie politique de financement à l'activité. On peut créer des emplois même avec une croissance très faible et on peut lutter contre les paradis fiscaux. Les 150% du PIB, c'est quand même colossal, hein. On nous parle de la dette publique parce qu'on a OK, c'est vrai, c'est un vrai problème. On a une dette publique de 90% du PIB, mais en 30 ans, il y a 150% du PIB, d'après l'OCDE, qui sont partis vers les marchés financiers et qui tournent en rond. Donc voilà comment, au niveau français, au niveau européen, par la lutte contre les paradis fiscaux, il faut récupérer une bonne partie de cet argent. Donc je finis en disant, c'est effrayant, disait Michel Rocard l'autre jour en quittant l'Élysée, au bout de 2 heures de discussion, c'est effrayant de voir que certains comptent encore autant sur le retour de la croissance. La dernière fois que j'ai vu Stéphane Hessel, il me disait qu'il y a vraiment de quoi se décourager, mais qu'il faut lutter contre le découragement. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et au lieu de baisser les bras, il faut passer à l'action encore plus fort. C'est ce qu'on va faire avec Roosevelt tous les mardis pour réveiller les députés. Merci. Merci.
Un confrère, il y a un an, a sorti un livre que je vous recommande tous, c'est Antoine Peillon. C'est 600 milliards qui manquent à la France, qui montre l'ampleur, tous ces détournements des richesses nationales vers les marchés financiers. Eh bien, ils sont dans ces paradis fiscaux, ils sont au cœur de cette économie dématérialisée, sans frontières. Et c'est une vraie bataille, c'est une vraie cause nationale d'aller les récupérer. Un autre journaliste va maintenant prendre la parole. Il est cofondateur de Mediapart. Vous le connaissez, il est spécialiste des questions économiques. C'est Laurent Mauduit qui a récemment publié un livre qui montre combien il y a une raison à cette déception, l'étrange, j'allais dire faillite, mais non, c'est l'étrange capitulation, qui est un livre sur, au fond, ces batailles qui n'ont pas été menées depuis un an. Laurent, c'est à toi. C'est en résonance. Vous savez, dans les périodes de crise, il est souvent très utile, période de trouble, de se référer à des grands républicains qui incarnent une forme de vertu, donc à Stéphane Hessel hier ou à Marc Bloch avant-hier, et c'était le clin d'œil de mon livre, L'étrange capitulation, clin d'œil à l'étrange défaite, qui est en fait un message d'espoir, parce que tout le message de Marc Bloch, au travers de son livre, c'est que les hommes sont libres de leur choix et qu'il n'y a pas de défaite inéluctable. Et il explique pour la débâcle de juin 40 que c'est d'abord la France. C'est d'abord une défaite de la France sur elle-même, une défaite des élites françaises qui sont déjà du côté des vainqueurs avant même qu'ils soient là. Et donc c'est, je trouve, un peu l'actualité de ce message de Marc Bloch, c'est que nous sommes comptables de nos propres destinées. Et certes, il y a la crise, mais il n'y a pas de fatalité à la crise pour peu qu'on ait l'énergie de trouver des solutions pour la surmonter. Si je dis cela, c'est que c'est vrai qu'il y a eu, pendant la campagne présidentielle, un espoir ou parfois un vote par rejet, mais en tout cas avec un espoir du changement. Or, s'il faut faire un inventaire de ce qui a été fait, je pense que nous vivons une situation, en tout cas c'est mon regard, une situation totalement inédite. Parce que certes, dans l'histoire de la gauche, il y a eu parfois des déceptions, il y a eu des reniements, il y a même eu même parfois des pages honteuses dans l'histoire du colonialisme, de la guerre d'Algérie, mais dans certaines époques de grands changements, je pense à 1936, je pense à 1981, il y a toujours eu, avant ces reniements, avant ces promesses parfois bafouées, il y a eu une énergie, il y a eu une force. Et il y a des legs législatifs qui sont issus de cette énergie première. Les congés payés en 1936, l'abaissement du temps de travail déjà dès 1936 et 1981, je ne vais pas faire ici l'inventaire, vous le connaissez. Or, la singularité, je trouve, de ce qu'on a vécu, c'est que ce gouvernement, confronté certes à une crise historique un peu de même nature que celle à laquelle le Front populaire est confronté dans le prolongement de la crise de 1929, j'ai le sentiment que ce gouvernement, d'emblée, a pour l'essentiel sur les grandes questions baissé les bras. Si je le dis, si on fait un rapide inventaire, ce sera forcément un peu caricatural, c'est que nous avons eu d'abord la prolongation, pour l'essentiel, de la politique d'austérité budgétaire et salariale, poursuite de politique qui était celle du quinquennat d'avant. Et même si on prend les normes budgétaires, pour l'essentiel, les normes budgétaires ont été durcies. Le choc de compétitivité, si vous vous souvenez bien, l'essentiel du dispositif est un dispositif qui est dessiné avant même l'alternance. C'est un dispositif de Sarkozy et les seuls changements qui seront faits seront des changements de modalités techniques sur des points particuliers. Mais l'essentiel du dispositif, vous le savez, ça fait débat ici et des députés ont défendu, je trouve, une solution honnête, mais ils n'ont pas été entendus, qui consistait à dire quelle est l'utilité économique d'apporter 20 milliards d'euros à des entreprises s'il n'y a pas d'engagement contractuel, s'il n'y a pas de contrepartie. En clair, si les groupes du CAC 40 peuvent ponctionner dans ce crédit d'impôt pour seulement augmenter les dividendes servis à leurs actionnaires. Florange, un mot sur Florange. Parce que Florange, ce n'est pas seulement une question industrielle, c'est aussi une question qui est au cœur du débat sur la question financière qui est dans le pot commun des propositions de Roosevelt. Florange, l'intérêt de Florange, c'est que Mittal, ce n'est pas un groupe industriel. Ça a été bien expliqué par ma consoeur Martine Orange, c'est une création de Goldman Sachs, la plus sulfureuse des banques, qui a aidé le groupe à faire des galipettes financières en permanence, de s'endetter
Et je trouve de ce point de vue que le bilan est triste, sombre. Sombre parce qu'il y avait quoi? Il y avait une promesse très forte du gouvernement. Non, pardon, pas du gouvernement, du candidat François Hollande. Vous vous souvenez, le 24 février 2012, perché sur un camion où il dit « Je prends l'engagement ici solennel que nous sauverons Florange. Je ne ferai pas comme Nicolas Sarkozy a fait à Gandrange en abandonnant à leur sort les ouvriers de Gandrange. » Et il avait dit non seulement je prends l'engagement, mais je vous dis comment. Nous prendrons une loi ici à l'Assemblée qui permettra à forcer un groupe rentable de vendre une filiale qu'il veut fermer. Et vous connaissez l'histoire. La proposition de loi a vu enfin le jour. Ce n'est pas celle qui a été annoncée. Elle a été révélée une fois que les hauts fourneaux de Florange ont été fermés. Et vous savez qu'en matière sidérurgique, une fois que c'est fermé, c'est irrémédiable. Et donc c'est de ce point de vue-là une concession terrible au monde de la finance, au monde de Goldman Sachs. Je pourrais citer un mot également, je trouve, parce que dans la lutte pour les inégalités, le levier fiscal est un levier décisif. Il y a eu une formidable promesse, qui était la promesse des socialistes, mais pas seulement d'eux. Ça a traversé beaucoup d'autres courants, les écologistes, d'une refondation d'un impôt républicain, citoyen, d'un impôt progressif, au cœur des valeurs fondatrices de la République. Je vous renvoie à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Chacun doit contribuer au prorata de ses facultés contributives. En clair, plus on est riche, plus on paye. Et je vous fais observer que cette promesse n'a même pas figuré dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Elle a été oubliée. Non seulement elle a été oubliée, mais en plus, l'impôt injuste par excellence, l'impôt dénoncé par la gauche, toutes tendances confondues, la TVA, a été sortie de son carton et on sait maintenant que la TVA servira à financer partiellement le choc de compétitivité. Je pourrais m'attarder longuement sur la réforme du marché du travail et sur l'écroulement d'un pan entier du Code du travail, et notamment du droit du licenciement. Droit du licenciement, je vous le rappelle, qui n'a pas pour objectif de freiner le licenciement, mais juste d'offrir un recours contre l'arbitraire. Mais je terminerai juste sur un mot dans le bilan, évidemment. Il faut parler du bilan de ce qui a été fait sur la promesse principale. Vous vous souvenez, mon ennemi, c'est la finance. Et c'est un vieux débat, parce que c'est le débat de Roosevelt. 1933, la première grande décision de Roosevelt, le Glass-Steagall Act. C'est un débat qui parcourt le Front populaire. Et donc, c'est l'ambition de remettre les banques dans leur métier, qui devrait être leur métier naturel, le financement de l'économie et non pas la spéculation. Donc l'ambition était une ambition de partition des banques. Hein. Débat important, je le dis en clin d'œil, pour ceux qui ont la mémoire des choses. Le débat au Front populaire se mène et un socialiste de gauche, Marceau Pivet, rompt avec Léon Blum sur cette question dans un discours le 1er mars 1937. Quel est le reproche qu'il fait à Léon Blum? Vous avez capitulé face aux banques. Vieux débat pour la gauche. Et je trouve qu'il faut avoir le courage de regarder les choses en face, parce que le projet de loi, la loi qui a été votée, avec beaucoup de récriminations justifiées de certains élus, vous connaissez le bilan, c'est que ce qui a été mis de côté, la partition ne concerne que 0,5% ou 1% du bilan des banques. Et donc voilà, je pense la seule conclusion de cet inventaire un peu triste que je fais, c'est que oui, évidemment, il faut un sursaut, il faut une autre voie. Le comité Roosevelt y œuvre avec d'autres, et je trouve que c'est une bonne chose. Merci. Alors, avec la crise de 2008, où tout d'un coup les coups de projecteur sont braqués, et à ce moment-là, on croit qu'il va se passer quelque chose. Et puis dès que la pression retombe, vous vous souvenez tous de la déclaration faramineuse de notre ancien président de la République disant les paradis fiscaux, c'est fini. Et puis, un mois après, il signait une convention à l'Élysée avec citoyenne de cette lutte. C'est de dire, par exemple, nous allons organiser des jumelages dans les villes avec les paradis fiscaux. Des jumelages citoyens qui font qu'on ne va pas lâcher, ni du point de vue de l'information. Si vous êtes jumelé avec Singapour, avec les îles Caïmans, avec Jersey, etc., vous allez en permanence produire de l'information
produire de la visibilité, la produire aussi du côté français. Par exemple, vous avez une banque comme la BNP qui a plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux. Eh bien, ça veut dire que partout où il y a des filiales de la BNP en France, il y aura des pancartes pour dire la BNP est présente dans tel ou tel paradis fiscaux. Et puis le jumelage, il y a la Fédération des villes jumelées, un jumelage citoyen des villes qui sont jumelées avec des paradis fiscaux, ça permet de mettre en scène en permanence la visibilité et l'obstination pour éviter le mécanisme de l'oubli. Et donc si on rassemble la lucidité, la justice, la créativité, ben on est exactement au cœur de ce que nous tous, nous avons souvent dit à partir de Stéphane. Ça s'appelle le courage, ça s'appelle la force de vie. Et maintenant, c'est Suzanne. Suzanne Georges. Patrick et tous les intervenants ont été formidables. Beaucoup d'entre vous savent, je crois que je suis née aux États-Unis. Si vous ne le saviez pas, vous allez l'entendre. Et que j'ai passé les 20 premières années de ma vie... Vous n'entendez pas? J'ai passé les 20 premières années de ma vie aux États-Unis, mais c'était toujours dans le sillage de Roosevelt. C'était encore sous les mesures du New Deal. Et Roosevelt avait fait, bien sûr, la loi sur les impôts. C'était très important. Pierre a dit comment. Bien sûr, il a séparé les banques avec l'acte de Glass-Steagall. Cela aussi a été dit. Mais il a fait passer dans les 3 premiers mois de son mandat une douzaine de mesures, y compris l'interdiction de spéculer sur les denrées alimentaires. Il n'a fallu aux banquiers que 8 ans après que Roosevelt nous avait protégés aux États-Unis pendant 70 ans, il n'a fallu aux banquiers que 8 ans pour faire tout déréguler et tout effacer. Comment? Mais avec le lobbying accompagné de beaucoup de cash, 5 milliards de dollars, hein, généreusement versés sur les députés, les sénateurs, etc. Bon, je ne pense. Mais parfois le vrai est invraisemblable, ça arrive. Oui, bon, mais que l'argent soit à ce point capable de tout démanteler, c'est une leçon et c'est quelque chose qu'il faudrait que l'on évite en France. Mais Roosevelt a fait autre chose. Il y a les mesures qui ont été très importantes et qui ont protégé les États-Unis. Mais quand il faisait campagne pour sa réélection en 1936, et il était dans le Madison Square Garden, c'était le palais des sports de New York, et il disait « Nous avons appris qu'être gouverné par la finance, c'est pire que d'être gouverné par le crime organisé. » Et voilà où nous en sommes. Nous sommes gouvernés par la finance. Alors, la question qui nous est posée, c'est pourquoi adhérer et faire adhérer à Roosevelt 2000. Pourquoi être un citoyen actif? Pourquoi ce collectif? Mais c'est très simple. Vous savez tous, je ne vais pas vous le rappeler, tout le monde l'a dit, nous sommes en pleine crise financière, nous sommes en pleine crise d'inégalité qui augmente, nous sommes en crise de chômage, nous sommes en crise écologique. Mais je crois que nous sommes aussi en crise morale, parce que toute l'histoire de cette crise depuis 2007, c'est de récompenser les coupables et de punir les innocents. Punir les innocents à travers l'austérité, à travers leurs impôts, à travers le chômage, la précarité, etc. Alors ceci, je crois, est la meilleure raison d'adhérer et de faire adhérer à Roosevelt 2000. Figurez-vous que les citoyens ont des idées. Figurez-vous que le manifeste, on vous a montré le petit livre, a été mis en main propre de François Hollande, des députés, des sénateurs. Pardon, je crie, alors ça me fait tousser. Et rien ne s'est passé. Alors c'est cela que nous demandons. Lisez ce que nous avons à dire. Nous avons des solutions. Et nous demandons simplement aux députés de comprendre, d'écouter
de discuter, puis d'agir, parce qu'ils ont la capacité d'agir. Ils ne sont pas des robots. Et quand le vote de discipline remplace la créativité, comme a dit Patrick, des citoyens, ça, c'est le moment de réagir et de dire non, ça ne passera pas. Merci. Non, voilà. Et merci à vous deux. Roosevelt disait le crime organisé. Eh bien, finalement, nous avons découvert que l'argent organisé était encore plus dangereux. Alors, nous disons, avec Suzanne et Patrick, aux parlementaires, et j'en ai vu quelques-uns qui passaient, en effet, n'ayez pas peur, hein, comme un certain pape leur disait ça. N'ayez pas peur. En plus, vous savez, votre Premier ministre de la majorité actuelle, il a signé Roosevelt 2012, Jean-Marc Ayrault, mais c'était avant l'élection. Alors maintenant, nous passons, et nous sommes là, nous aussi journalistes, pour rappeler les promesses au moment des actes. Nous passons, même si ça a été abordé, aux solutions, et nous commençons, puisqu'il y a situation d'urgence, par un urgentiste, c'est normal. Patrick Pelloux. Bonsoir. Tout ce qui vient d'être dit, évidemment, ça se ressent sur la chair, sur les personnes que vous êtes, que nous sommes, vos amis, vos familles, et c'est évident qu'à l'heure actuelle, c'est la santé qui trinque le plus. Les systèmes que vous avez décrits, ils les ont appliqués rigoureusement au cours des 10 dernières années aux hôpitaux publics. Il fallait casser la mission, l'intérêt général et les services publics. Même la notion même de l'hôpital public avait été retirée de la loi. C'est une bonne chose. A priori, ça va être remis, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, il faut casser la logique qui est une logique financière dans les hôpitaux. Ce n'est plus que ça. On vous fait croire qu'on manque de médecins. C'est un petit peu faux. Les médecins, maintenant, ils sont accaparés par les choses administratives et ils sont en réunion. Il y a quelques années, ils étaient auprès du lit des malades. Maintenant, ils sont en réunion avec des charges administratives. D'autre part, les hôpitaux sont étranglés par des systèmes d'économie de plus en plus drastiques, de plus en plus soumis, parfois même avec des baux amphithéotiques qui appartiennent aux bâtiments et travaux publics. Il faut une loi très rapide pour que finalement on rende une liberté de manœuvre dans les hôpitaux et qu'on cesse cette espèce de dictature, d'ailleurs c'est une dictature, de l'argent et de tout de l'argent. On ne peut pas aller plus loin sur l'efficience. Troisième point, il y a évidemment des combats de santé publique à avoir. Il est tout à fait incroyable et c'est insensé de le dire comme ça, mais c'est la réalité puisque ça a été démontré par un rapport de l'Inspection générale de l'action sanitaire et sociale. Nous sommes passés de la 7e à la 20e place sur la mortalité péri-infantile et la périnatalité. Ce qui veut dire qu'on est en régression. Lorsque vous voyez récemment que les États-Unis ont baissé il y a 2 ans leur espérance de vie et que l'Allemagne l'a baissé il y a 2 ans, je pense que ça ne va pas tarder. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais chiffre? Ce n'est pas un chiffre qui est très crédible finalement, l'espérance de vie. On vous bassine avec ça. Ce qu'il faut voir, c'est la bonne vie. Or, la bonne vie, elle est en régression. Parce que nous avons, et malgré les taxes qui sont mises, nous avons des conduites addictives qui augmentent, nous avons des cancers qui augmentent parce que justement, ce que vous mangez, on n'est pas tout à fait sûr de ce que ça fait. Et troisièmement, de toute façon, il faut une bonne politique de prévention. Or, dans beaucoup de régions, eh bien, l'accès aux soins est de plus en plus limité. Donc, les choses sont possibles. N'oubliez jamais qu'en 1945, ils ont mis un oxymore incompatible, la sécurité et le social. Ils l'ont fait. Ils ont inventé un système qui, bien sûr, a fait du mal au néolibéralisme et qui contrariait les avancées vers l'assurance et le tout assurantiel. La sécurité sociale, c'est ce qui garantit notre République, c'est ce qui garantit votre vie, c'est ce qui amortit actuellement la crise, mais on ne va pas tenir encore très longtemps. Merci. Merci beaucoup. On a dit tout à l'heure qu'il fallait s'attaquer à cette spéculation et une réforme qu'on attendait et qui finalement a accouché d'une souris, c'était la séparation, que les banques reviennent à leur activité normale, aider l'économie, aider les citoyens, les salariés, l'activité de crédit et non pas l'activité de spéculation, l'activité de dépôt. Et donc un économiste va nous en parler, Olivier Berruyer. Bonjour, oui, actuellement, et donc en discussion au Parlement, un projet de loi de séparation des activités bancaires. En tout cas, c'est son nom, ça correspondait à une promesse du président Hollande.
qui consiste à essayer de séparer d'un côté les activités de banque commerciale classiques, celles que nous connaissons tous, donc où les banques gèrent votre argent et prêtent à l'économie, des activités spéculatives, donc où les banques se mettent en danger en pariant sur l'évolution des monnaies, sur l'évolution des matières premières. Ce qui est particulièrement scandaleux dans cette loi, c'est que cette loi, en fait, ne sépare rien. Elle a simplement pour projet de transférer certaines activités dans des filiales. Et d'autre part, les montants qui vont être transférés dans les filiales sont ridicules. De la vue même des banquiers, ce sera peut-être 0,5 à 1% de l'activité. Donc en vrai, ce sera sans doute 0,1%. Donc autrement dit, il ne va rien avoir dans ces filiales. Et les filiales, de toute façon, ne protègent pas, puisqu'on a vu l'exemple d'AIG en 2008-2009, le premier assureur mondial qui a fait faillite. Pourquoi? Parce que cet assureur avait une filiale à Londres qui ne faisait pas de l'assurance, qui faisait de la spéculation financière, et que cette filiale avait elle-même une filiale à Paris, AIG Financial Product, qui a fait faillite, puisqu'elle assurait les produits subprime. La faillite de la filiale a entraîné la faillite de la filiale à Londres, qui a elle-même entraîné la faillite d'AIG aux États-Unis. Ça a coûté 180 milliards de dollars aux contribuables américains, et ça a failli déclencher une faillite de nos propres banques, puisque même l'ancien PDG de BNP Paribas a reconnu que si AIG avait vraiment fait faillite complètement, que si le contribuable américain n'était pas intervenu, eh bien toutes les banques françaises allaient au tapis de la même façon. Pourquoi? Parce que les activités purement spéculatives ont pris des tailles phénoménales dans le secteur bancaire, et particulièrement en France. Il faut savoir qu'on est passé dans les années 90 d'à peu près rien à aujourd'hui un montant d'engagement brut de 100 000 milliards de montant notionnel sur les produits dérivés. C'est 50 fois le PIB de la France, c'est 2 fois le PIB du monde. Et on a aujourd'hui cette somme de paris, ce sont simplement des paris, qui sont entremêlés entre les banques et qui mettent le système en danger. Alors on est passé au bord du gouffre en 2008, tout le monde s'en rappelle. Il a fallu que l'État intervienne, que Nicolas Sarkozy promette 360 milliards d'euros pour essayer de calmer la crise bancaire. Alors fort heureusement, on n'a pas mis cet argent sur la table, mais en tout cas, ça a été le montant au moins annoncé pour que ça ne s'écroule pas. Et il y a eu un deuxième phénomène en 2011, la crise de l'euro, qui de nouveau pose des problèmes aux banques sur ces secteurs-là et qui oblige la BCE à mettre 1000 milliards d'euros sur la table pour toute l'Europe, dont 200 milliards pour la France. La Banque centrale a dû prêter 200 milliards de liquidités à nos banques pour qu'elles ne s'écroulent pas. Et aujourd'hui, ces banques doivent encore 150 milliards à la BCE. Elles n'ont évidemment pas remboursé encore ces sommes-là parce qu'elles ne peuvent pas le faire, parce qu'il n'y a pas de confiance dans le secteur bancaire. La séparation des activités bancaires permettrait évidemment de sécuriser notre argent à tous, puisque l'idée est simplement de dire vous mettez d'un côté notre argent, vous mettez de l'autre côté la spéculation. Si vous voulez spéculer, vous le faites, mais avec votre argent, à vos risques et périls, et sans que le contribuable soit On sépare le bureau de tabac du casino. Exactement, c'est une belle image, mais elle n'est pas tout à fait juste. Parce que le casino, à la rigueur, c'est évidemment de la spéculation, mais vous avez un risque. Évidemment, comme vous ne gagnez pas à tous les coups. Et là, il gagne toujours. Et ce qui est formidable, c'est que comme ces marchés sont en plus complètement manipulés, puisqu'il y a de la malhonnêteté là-dedans, oui, ils gagnent toujours. On a appris cette semaine que JP Morgan, qui est une des premières banques américaines, qui spécule aussi beaucoup, sur les 60 jours de paris qu'elle a fait dans le premier trimestre, a gagné 60 jours. Ce n'est plus vraiment du casino quand vous gagnez à tous les coups à la roulette. C'est qu'il y a sans doute un problème et qu'il faut voir si le croupier est encore honnête. C'est exactement ça qui se passe, évidemment. Quand la banque gagne tout le coup, ça veut dire qu'en face, quelqu'un perd à tous les coups. Et c'est évidemment les petits porteurs ou c'est évidemment d'autres structures. Donc évidemment, séparer ces activités est évidemment quelque chose de sain. Ce n'est absolument pas une mesure extrémiste. C'est ni plus ni moins que revenir au paysage bancaire de 1995. Exactement, c'est une belle image, mais elle n'est pas tout à fait juste. Parce que le casino, à la rigueur, c'est évidemment de la spéculation, mais vous avez un risque. Évidemment, comme vous ne gagnez pas à tous les coups. Et là, il gagne toujours. Et ce qui est formidable, c'est que comme ces marchés sont en plus complètement manipulés, puisqu'il y a de la malhonnêteté là-dedans, oui, ils gagnent toujours. On a appris cette semaine que JP Morgan, qui est une des premières banques américaines, qui spécule aussi beaucoup, sur les 60 jours de paris qu'elle a fait dans le premier trimestre, a gagné 60 jours. Ce n'est plus vraiment du casino quand vous gagnez à tous les coups à la roulette. C'est qu'il y a sans doute un problème et qu'il faut voir si le croupier est encore honnête. C'est exactement ça qui se passe, évidemment. Quand la banque gagne tout le coup, ça veut dire qu'en face, quelqu'un perd à tous les coups. Et c'est évidemment les petits porteurs ou c'est évidemment d'autres structures. Donc évidemment, séparer ces activités est évidemment quelque chose de sain. Ce n'est absolument pas une mesure extrémiste. C'est ni plus ni moins que revenir au paysage bancaire de
1995 en France. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de la loi Roosevelt, en effet, aux États-Unis, qui a séparé ces activités en 1933. Mais en France, en 1945, les députés ici ont voté exactement la même chose. Parce qu'ils ont considéré que la sécurité de l'argent des Français était prioritaire. Et donc on séparait les activités. Et ça a duré en pratique jusqu'en 1995, où la BNP à l'époque ne faisait que de la gestion des dépôts des Français et des prêts à l'économie. Point. Depuis, la dérégulation ultralibérale des années 80-90 a conduit ces banques à augmenter de façon délirante ces montants spéculatifs. Donc la loi est en cours de discussion. La loi s'appelle loi de séparation des activités. Et ce qui est scandaleux dans cette loi, c'est qu'elle ne sépare rien. Le plus scandaleux de cette loi, je dirais, c'est son nom. C'est la malhonnêteté de cette loi. C'est de faire croire qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait rien. Parce que séparer, filialiser 0,1% de l'activité reviendrait à dire à un obèse au bord de la crise cardiaque, perdez 100 grammes. Oui, mais ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est exactement ça qu'il y a dans cette loi. Donc non seulement elle ne sait pas rien, mais pour finir, elle a une deuxième partie qui est d'ailleurs très importante, qui est ce qu'ils appellent un processus de résolution. Encore un joli mot qui ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'en cas de problème, les députés sont en train de donner les clés de la maison au ministre de l'économie, à la Banque de France et au directeur du Trésor, qui vont pouvoir, en cas de faillite bancaire, faire désormais ce qu'ils veulent, sans que les députés aient leur mot à dire. Et pour rendre les choses extrêmement concrètes, c'est exactement ce qui s'est passé à Chypre, où on a bien vu que quand le gouvernement a décidé, pour faire simple, de ruiner à peu près toutes les entreprises en ponctionnant tous les dépôts des Chypriotes, eh bien les députés n'ont pas eu leur mot à dire. C'est exactement ça qui est en train d'être voté actuellement au Parlement. Donc espérons qu'il y aura encore, dans la deuxième lecture, un sursaut pour essayer d'améliorer cette loi et de séparer beaucoup plus les choses. Merci. Merci. Alors, il devait être parmi ceux qui allaient conclure, mais il a d'autres obligations qui l'appellent. Le citoyen Guy Bedos. Je ne sais pas si je suis très légitime après toutes ces personnes épatantes qui vous ont parlé et qui m'épatent, moi, parce que je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, pour tout vous dire. En matière d'économie, je ferai donc l'économie de propos qui pourraient être peut-être un peu insuffisants. Je voulais simplement dire que je suis ici avec mes amis du collectif Roosevelt pour donner une force, si possible, à son action. Je fais partie de ceux qui regardent les gens, qui regardent les autres. Je cite souvent sur scène, dans mon spectacle, une phrase de Jacques Brel. « J'ai mal aux autres ». Eh bien, ça pourrait peut-être faire ricaner tous les Éric Zemmour qui nous cernent, mais c'est très sincère. Et je suis inquiet, comme vous tous, comme des millions de gens. Je vais citer quelqu'un d'autre, Françoise Giroud, que j'aimais beaucoup, avait écrit même, en politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. J'ai choisi mon inconvénient, comme des millions de gens. Et je ne m'attendais pas à parler devant l'Assemblée nationale, en pleine rue. D'habitude, c'est un théâtre et il y a des gens qui ont payé pour m'entendre. Et là, pas du tout. Donc, mais c'est le moment où ça n'a pas de prix, justement. Absolument. Dans le vrai sens du terme. Rien. Je parle ici en père de famille, avec des enfants que j'aime et pour lesquels, même si tout va pas si mal pour eux, je me fais du souci. Je parle aussi en ami et en supporteur de gens que je respecte. J'ai été auprès des sidérurgistes de Florange, qu'on évoquait là, qui est effectivement un symbole extraordinaire des promesses non tenues par les uns, par les autres. C'est vrai que, bon, moi, comme des tas de gens, j'ai plus voté contre Sarkozy que pour Hollande. Mais je suis quand même assez éberlué, justement, que Hollande ait
ait adopté parfois le même comportement que son prédécesseur, notamment à Florence. J'y est allé, en effet, ça a été évoqué. Édouard Martin, le responsable de la CFDT de Florence, sera avec nous mardi prochain. C'est devenu un ami. Et c'est un type formidable. Oui, ici. Preuve définitive que l'astrologie n'est pas une science exacte. Puisse jouer au domino, au Monopoly avec ses entreprises, avec ses employés, et dégager, comme on dit, ces gens qui travaillent, qui ont des familles, et voilà. Et on promet des choses, et on a été voir les gens de Florange, et puis on leur dit qu'on va arranger ça. Pas du tout, on ferme les hauts fourneaux. Si je parle de Florange, c'est parce que je connais bien l'histoire, et que c'est symbolique de ce qui nous révolte aujourd'hui, c'est de voir des gens qu'on a soutenus, et qui commettent ce genre d'indélicatesse, il faut bien dire. Donc, voilà. Alors, je suis là, avec vous. J'ai eu la chance de connaître, tout au long de mon parcours, Stéphane Hessel, et puis de me rapprocher de lui beaucoup vers la fin. C'est lui qui a fait que je suis avec vous aujourd'hui. Et c'est à la mémoire de Stéphane Hessel que je suis là. Indignez-vous. Indignons-nous. Merci. Merci. Vous avez compris, donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, ici même, avec d'autres intervenants, dont Édouard Martin. Maintenant, je passe la parole à Patrick Doutreligne, qui est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Oui, bonsoir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que bien sûr qu'il faut réagir, et tout ce qui a été dit, je vais simplement essayer de continuer d'amplifier. On est dans une crise du logement qui est extrêmement importante. Il manque 800 à 900 000 logements en France, et dans une économie de marché, il y avait un économiste tout à l'heure, il vous expliquera que quand l'offre est largement inférieure à la demande, l'offre se renchérit. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années en France, c'est-à-dire que comme il manque énormément de logements, eh bien c'est de plus en plus cher. En 10 ans, alors que les ressources des ménages en France se sont stabilisées à une progression autour de 24%, eh bien les logements ont augmenté entre 90 et 130% selon les secteurs, c'est-à-dire 3 à 4 fois le coût pour un budget d'un ménage. Et donc, évidemment, on est arrivé à un seuil de tolérance qui est atteint et qui est déjà dépassé pour certains. On nous a beaucoup parlé de comparaison avec l'Allemagne. Je vous donne juste quelques chiffres, je ne vous assomme pas, mais en France, le logement, c'est à peu près 25,7% en moyenne du budget d'un ménage. En Allemagne, c'est entre 13 et 15% du budget d'un ménage en Allemagne. Et donc, il est évident que ces 10 à 12% de différence, eh bien, les Allemands, ils peuvent l'investir ailleurs, ils peuvent consommer, ils peuvent partir en vacances, ce que les Français ne peuvent pas faire. Or, la propriété, elle est extrêmement mal répartie, bien évidemment. Là encore, je vous donne juste quelques chiffres, mais si vous retenez que 2-3 chiffres, retenez cela. Les 10% de Français les plus riches possèdent 50% du patrimoine en France. Et les 50% les plus modestes, c'est-à-dire la moitié des ménages qui vivent en France, possèdent à eux tous 7% du patrimoine. Vous voyez bien que les écarts sont en train de se creuser et évidemment que c'est insupportable et je ne reviens pas sur l'écart des richesses, etc. Mais on est à un stade où il faut absolument réagir. Et la première des choses qui est proposée par Roosevelt 2012, c'est évidemment de sortir de cette crise du logement, de ramener à un équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire de construire pendant, ici, le quinquennat, plus de 500 000 logements par an pour rétablir cet équilibre. Et pour rétablir cet équilibre, si on nous dit « mais c'est la crise, il n'y a pas d'argent », eh bien, c'est ce que propose Roosevelt 2012. Utilisons l'argent du fonds de réserve, il y a 34 milliards d'euros. Pour le moment, ce que fait l'État français avec ces 34 milliards, c'est qu'il les place, c'est-à-dire qu'il contribue de nouveau à jouer au fameux casino dont parlait Edwy tout à l'heure. Eh bien, investissons, mettons ces 34 milliards pour construire ces logements et
en 4 ou 5 ans, on est capable de sortir de la crise, on est capable d'attribuer un logement à tous les ménages qui vivent en France, ce qui est un minimum, ce qui était le combat de l'abbé Pierre, qui est le fondateur de la fondation où je travaille, mais qui est surtout le premier aspect de la dignité humaine, c'est-à-dire avoir un toit sur sa tête. Évidemment, si on peut avoir en plus un emploi, et surtout le respect de la dignité de chacun d'entre vous. Merci. Merci. Vous voyez le miracle de Roosevelt, vous avez vu tout à l'heure, il y a eu un petit incident. On est parti avec 5 millions de chômeurs, il n'y en a plus que 0. Donc on ne sait jamais, hein, parfois on ose, et on va continuer à oser dans tous les problèmes, tous les obstacles, et c'est un danger parce que cela crée d'autres logiques de bouc émissaire. C'est l'Europe. L'Europe qui a l'air d'être une machine qui nous échappe, que nous ne contrôlons pas, sur laquelle nous n'avons pas prise et que nous ne pouvons pas changer. Alors comment faire quand on sait que les économies sont interdépendantes, qu'on ne peut pas être tout seul au monde et en même temps que l'on veut inventer notre avenir et qu'il ne soit pas dicté par des oligarques d'en haut? Eh bien, on va le voir avec un nouvel intervenant, Fabien Chevalier, président de Sauvons l'Europe, qui va nous expliquer comment on peut changer l'Europe maintenant. Bon, bonsoir à tous. Alors déjà, on peut se dire que pendant longtemps, on pensait que pour parler d'Union européenne, il fallait avoir un doctorat en droit communautaire. Depuis peu, on a compris qu'il fallait en plus avoir un doctorat en économie, ce qui réduit un peu le nombre de personnes qui ont un avis autorisé sur les questions européennes. Or, je suis désolé, n'importe qui, n'importe quel citoyen a le droit, et je dirais même le devoir, de parler d'Europe et de s'intéresser à ce qui se passe en Europe. Parce que ce que certains veulent nous faire croire n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire le socialisme dans un seul pays. Donc, la question est, que fait-on? Alors c'est simple, on peut faire ce que nous propose la droite, construire une grande Suisse en Europe, avec des institutions qui fonctionnent bon an, mal an, mais par contre des marchés très efficaces. Ou alors on décide de construire une Europe politique et sociale. Mais comment faire cette Europe politique et sociale? Il faut mettre en place des institutions, elles existent, on peut encore les améliorer. Mais si on souhaite les améliorer, encore faut-il avoir une vision de ce que l'on souhaite faire. On critique beaucoup l'Allemagne ces jours-ci, mais j'ai entendu peu de gens nous rappeler qu'en 1994, avec Schäuble et Lammers, en 2000, avec Joschka Fischer, les Allemands nous ont fait des propositions d'avancée institutionnelle, d'une véritable démocratie européenne, d'une Europe même fédérale. Qu'ont répondu les Français? Rien. C'est simple au moins, rien. Donc aujourd'hui, ce que nous devons demander au gouvernement, c'est quelle est votre vision pour l'Europe? Quelle Europe vous voulez construire? Quelle Europe institutionnelle? Mais aussi quelle politique européenne? Parce que oui, on ne peut rien faire quand il y a une dette à 90, à 100 ou à plus % du PIB. Donc il faut s'attaquer à la dette. Mais en même temps, quel avenir on propose notamment aux jeunes générations? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse en Europe? De la dette? Du chômage? Comme ça a été dit, de l'immobilier hors de prix? Pas de croissance? Pas d'emploi? Pas de perspective? Voilà ce qu'on propose à la jeunesse. Et donc aujourd'hui, il faut agir, et il faut agir au niveau européen, parce que si au niveau européen qu'on serait capable de mettre en place des traités sociaux, on l'a fait en matière d'économie, on a réussi à faire l'euro, qui est une belle réussite, mais faisons la même chose en matière sociale, ayons une convergence sociale, ayons cette ambition-là, mettons des normes en matière de revenu minimum, en matière d'accès à la santé, en matière d'accès à l'éducation. Et disons aux responsables politiques européens, mais atteignez aussi ces objectifs. C'est très bien d'avoir des objectifs économiques, mais ayons aussi des objectifs sociaux qui sont, je le pense, au moins aussi importants. Et donc pour cela, eh bien, il faut qu'on débatte d'Europe. Or, le problème, c'est qu'on ne parle pas assez d'Europe. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Sauvons l'Europe, on a mis en place avec d'autres une pétition pour qu'il y ait plus d'Europe à la télé, pour qu'on parle plus de débats européens, de ce qu'on souhaite faire. Pas uniquement pour laisser la parole aux populistes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui vous expliquent que tous les malheurs du monde viennent de l'Europe. Non, donnons la parole à tous, que tout le monde nous explique pour ce qu'ils veulent faire au niveau européen. Parce que moi, je ne me résous pas, il n'y a aucune fatalité à ce que demain, le Front National soit le premier parti de France aux élections européennes. Il n'y a aucune fatalité, mais encore faut-il avoir le courage de s'exprimer sur les questions européennes et avoir le courage de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc proposons des solutions. Inventons cet europrogressisme, une force de progrès où qu'elle se trouve en Europe, d'Allemagne en Grèce, de France en Pologne, d'Estonie au Portugal. Tissons des liens,
inventons des solutions nouvelles, ayons des idées neuves, travaillons, débattons, disputons-nous sur des enjeux européens, mais sortons de nos étroitement nationales. Qui peut croire que la solution viendra uniquement des députés qui sont derrière nous? Elle viendra en partie, mais pas seulement. Ne désespérons pas en la politique, faisons de la politique, mais disons-le clairement, la politique ne viendra que si les 500 millions d'Européens décident de peser ensemble et d'agir. La droite européenne met en place sa politique depuis des années. Je pense qu'il est temps, ensemble, que la gauche décide de reprendre les manettes. Merci. L'heure passe. On va conclure. J'appelle donc 2 citoyens qui ont participé à la création de Roosevelt 2012, Roosevelt 2013, Roosevelt 2014, Roosevelt éternel, notre Roosevelt, et qui ont donc lancé, animé cette initiative, Claude Posternac et Bruno Gassiot, qui vont dire les mots de la fin, et voilà, et montrer que l'on peut, voilà, faire une petit levier qui finalement enraye l'histoire du grain de sable. Le grain de sable qui résiste aux grosses machines. Alors voilà, messieurs du grain de sable, à vous. Bonsoir à tous. Je pense comme vous ce soir que pour qu'il y ait une nouvelle donne économique, il faut d'abord une nouvelle donne démocratique. J'ai été très surpris lorsque François Hollande a voulu moderniser la vie politique. Et pour moderniser la vie politique, il a fait appel à Lionel Jospin. La surprise était grande, c'est comme si on faisait appel un peu à Lance Armstrong pour moderniser le cyclisme. Alors, dans ces moments-là, vous retournez un petit peu, comme Laurent Mauduit le disait, vers les classiques. Donc je suis retourné vers Castoriadis pour voir ce qu'il disait de la démocratie, en particulier de la doxia. Et Lionel Jospin n'est pas dans la démocratie, dans la représentativité directe, ni dans la démocratie représentative. Je ne sais pas pour qui parlait-il. Ce qui est sûr, c'est que la France demande à Lionel Jospin de moderniser la vie politique. Dans un petit pays à côté d'une autre, il se pose la même question. En Belgique, comment on modernise la vie politique? En Belgique, ils ont fait quelque chose d'extrêmement simple. Ils ont tiré au sort 1000 Belges. Ce sont 1000 Belges, aujourd'hui, qui décident quel sera l'avenir politique du pays. Donc, bien évidemment, nous devons changer la donne démocratique parce que nous avons une crise de la représentation. Je donne 3 exemples. Le premier exemple qui m'a frappé au mois d'octobre, c'est un ministre de 24 ans qui est l'équivalent de ce qu'était Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire ministre de la fiscalité au Danemark, 24 ans, démissionne sur Facebook. Nous sommes, avec Manuel Valls, qui a aujourd'hui 50 ans, qui est depuis 30 ans dans la politique, nous sommes dans l'idée de jeunes en politique. Ça fait depuis 81, Manuel Valls est dans la politique, et aujourd'hui, nous pensons que nous arrivons en fin de course. Il faut changer la donne, il faut changer la donne démocratique, parce que si on veut changer la donne économique, on ne pourra rien faire d'autre. Les partis politiques ont été créés au début du siècle en étant des avant-gardes et des avant-gardes démocratiques. Aujourd'hui, les partis républicains sont les repères du conservatisme. Et donc, je n'ai guère d'illusion de ce qui va se passer derrière, parce qu'aujourd'hui, on vote bloqué, et qu'une des résolutions qui avait été prise par le Parti socialiste, qui n'a pas encore été adoptée, c'est le cumul des mandats. Mais il y a 2 cumuls des mandats. Il y a une lecture horizontale du cumul des mandats, qui est de dire on ne cumule pas député et maire. Mais il y a une donnée encore plus importante, c'est la lecture verticale du cumul, c'est-à-dire la durée dans le temps. Et je pense aujourd'hui que 2 mots doivent être incompatibles, c'est le mot carrière et c'est le mot politique. C'est pour ça qu'il est indispensable de limiter le cumul des mandats dans le temps. C'est aussi important que la lecture horizontale de ne pas cumuler différents postes. Voilà la donne. Et la donne, elle est là pour changer des dogmes. Et les dogmes, il faut savoir d'où ils viennent. Je vais en donner 2. Le premier, peut-être vous le connaissez, c'est le dogme des 3%. Il faut se rappeler du dogme des 3%. Le dogme des 3% est né en 1981 sur un coin de table. En 1981, la gauche arrive au pouvoir, il y a une forte envie de faire exploser les budgets et François Mitterrand a peur. Donc il convoque
le directeur du Trésor et il demande au directeur du Trésor, trouvez-moi une solution pour limiter l'envie et l'appétit des ministres. Donc, le directeur du Trésor va dans le café d'en face avec un certain monsieur Abeille et le frère d'un ministre de la République qui a été sous la Ve République, et les trois personnes commencent à réfléchir qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors ils parlent de croissance, ils parlent de PIB, et puis à un moment donné, ils se mettent d'accord en se disant on va donner un chiffre du PIB. Ils vont voir Mitterrand, et puis ils disent à Mitterrand on pourrait faire 3,4, 3,5, et Mitterrand dit non, ça ne fait pas sérieux. Pour faire sérieux, il faut faire 3%. C'est le premier dogme. Le deuxième dogme, ce dont deux économistes américains, dernièrement, ont découvert qu'il fallait absolument arrêter une dette publique lorsque la dette atteignait 90% du PIB. C'est un dogme qui a fait qu'en Grèce, au Portugal, il y a des millions de chômeurs qui souffrent aujourd'hui. On s'est rendu compte, et Paul Krugman a été un des premiers à le dire, en particulier dans le New York Times, que ces deux personnes avaient fait une petite erreur sur Excel. Et qu'en fin de compte, ce dogme n'existait pas. Donc il faut absolument changer la représentation démocratique, il faut repenser le monde pour pouvoir repenser l'économie, parce que les gens qui sont derrière aujourd'hui défendent autant leurs intérêts que les intérêts de la nation, et aujourd'hui il faut défendre l'intérêt de la nation, et en particulier, un budget, c'est d'abord pour défendre les plus défavorisés. Bruno Gassio. Qu'il est agréable de conclure quand tout a été dit. Oui. Je vais faire très court parce que j'ai l'impression que tout le monde fait très long. Je comprends votre désarroi. Quand Pierre Laroutourou est venu me voir il y a 2 ans maintenant, il m'a dit « Bruno, il faut que tu nous files un coup de main. Voilà, tu as une espèce de tête de gondole. Si on te pousse devant, les gens vont peut-être ouvrir plus facilement les portes. » Je lui ai dit « À quoi bon ?» Et ici, je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder aussi sur Mediapart, à se dire « À quoi bon ? À quoi ça sert de faire ce que vous faites ?» Et vous vous posez tous des questions sur l'économie. On nous dit l'économie, c'est réservé aux économistes. C'est pas vrai, j'en ai croisé quelques-uns depuis 2 ans. Ils m'ont expliqué, c'est pas réservé aux économistes. Et je l'ai expliqué à un pote à moi qui est corse et qui a des bateaux dans un port qu'il loue l'été. Et il a identifié, c'est un mec qui connaît parfaitement le marché, il est tout à fait solvable. Hein, c'est solvable à la Corse, il doit en mettre un peu de côté. Mais il est solvable, c'est un mec qui connaît parfaitement son métier. Et il a identifié une clientèle nouvelle et il s'est dit, tiens, je vais acheter 2 nouveaux bateaux pour une clientèle qui veut des bateaux un peu plus grands que je vais pouvoir louer. Il va voir son banquier lui dit, pourquoi pas, combien tu veux? 700 000 €, c'est une somme. Il dit, d'accord, on va étudier le projet. 1 an et demi plus tard, on lui dit, non. Et il me dit, à moi, il me dit, je comprends pas. J'ai 25 bateaux, ils peuvent les prendre en caution, en otage s'ils veulent. Et je lui dis, je vais t'expliquer pourquoi ils ne te prêtent pas. S'il te prête 100 € à toi, il va gagner quoi le banquier pour un risque de 100 €? Il va gagner 2%, 3%, le prix de ton crédit. Putain, c'est cher. Non, c'est le prix du crédit. Par contre, s'il spécule avec tes 100%, avec tes 100 €, il peut gagner 20, 30, 40, 100. Ça ne peut jamais s'arrêter. Et s'il perd pour le même risque, l'État le couvre. Voilà pourquoi les meilleurs éléments de sa banque, les grosses têtes, les mecs qui ont fait des études incroyables en économie, voilà pourquoi on les met à spéculer. Et voilà pourquoi au guichet, on se retrouve avec des gens qui nous disent « je peux pas, je comprends pas ». Et ces gens-là, il faut simplement inverser une logique pour que ça change. Pour que les meilleurs se retrouvent à un moment dans le cœur de l'économie, pour qu'ils retournent au cœur de l'économie, il faut inverser une logique. C'est ce qu'on leur explique aux députés. C'est ce qu'on essaye de leur expliquer. On les voit, on les croise, on leur parle. Et à chaque fois, ils nous disent « ouais, c'est bien ce que vous dites, mais on est obligé de voter parce que on fait partie du même camp. » Mais je dis « vous faites partie de quel camp? Ayez le courage. » Et le courage, il l'oppose au pragmatisme. En disant « il faut être pragmatique ». Mais le courage, c'est vrai que c'est un petit peu le contraire du pragmatisme. Il faut être courageux sans trop penser aux conséquences. Il faut les mesurer. Il ne faut pas trop y penser. Imaginez un général dans une tranchée qui dirait à ses troupes qu'il doit mener à la bataille. Les mecs, en face de nous, on a 200 mitrailleuses. Elles tirent 100 cartouches à la seconde. On va tous se lever. On va sortir. Les 100 qu'on est là, peut-être qu'il n'y en a que 2 qui vont arriver au bout. Mais on va y aller quand même. Allons-y, les gars. Les mecs vont dire, vous êtes tarés ou quoi? On va pas, il y a 100 mitrailleuses. Si le mec se lève et il dit, il faut y aller. Il faut y aller parce que le plus important, c'est de gagner la bataille. Alors peut-être que les gens le suivent.
Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Roosevelt. Le plus important, c'est de gagner la bataille. J'allais dire, quelle que soit la façon dont on va essayer de la gagner. Si ça doit passer par les députés et qu'eux changent, alors il faut le faire avec eux. Si eux ne veulent pas, parce qu'ils nous disent toujours c'est difficile, c'est difficile. Moi je leur réponds à chaque fois oui c'est difficile, mais la prochaine fois quand vous allez nous demander de voter pour vous, je vais vous répondre la même chose. Moi j'ai envie de voter pour vous, mais c'est difficile les gars, hein, comment on fait? Sauf que, pour qui je vote la prochaine fois, moi, je fais comment? Je ne suis pas d'extrême droite. J'aime pas. Je ne suis pas franchement d'extrême gauche non plus. Je ne suis pas pour qu'on pique tout. Et je ne suis pas UMP. Je ne suis même pas PS, je suis de gauche. Comment on fait? Comment je fais la prochaine fois? C'est pour ça que j'ai envie de leur dire à eux, qui, j'espère, nous entendent. Il y en a 2 ou 3 qui tournent autour, on les voit. Ayez du courage, osez. C'est vous les représentants du peuple, ce n'est pas le gouvernement. C'est vous qui faites les lois, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il les propose, et vous, vous les amendez quand vous voulez. Si vous ne le faites pas, vous ne faites pas le job pour lequel on vous a élu. Donc faites votre job. Merci, merci à tous. Rendez-vous tous les mardis qui viennent, chaque semaine, ici même. Là, à côté de l'Assemblée nationale, ça s'appelait Place Édouard Herriot. Mais à côté, il y a la rue Aristide Briand. N'oubliez pas, c'était un grand bonhomme. Et donc, rendez-vous ici. La semaine prochaine, on vous l'a dit, il y aura des syndicalistes. Il y aura Édouard Martin de Florange, les sidérurgistes. N'oubliez pas, Roosevelt 2012, c'est en ligne. N'oubliez pas d'être au rendez-vous, indignez-vous. Et n'oubliez pas, ceux qui ont échoué, c'est parce qu'ils avaient oublié le rêve. Roosevelt parle à l'intelligence des citoyens, il est libre par rapport au lobby et il fait passer 15 réformes en 3 mois. Roosevelt, c'est fait pour que Hollande ne se plante pas, parce qu'il n'a pas le droit de se planter. S'il se plante cette fois, la suite est une catastrophe, une vraie catastrophe. C'est maintenant très urgent. Il faut que dans les semaines qui viennent, nous ayons fait passer ce message. 50 000, c'est bien, il faut être 250 000 le plus vite possible. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter. Les produits financiers toxiques, c'est-à-dire sans lien avec les nécessités de l'économie réelle, seront purement et simplement interdits. J'aimerais bien ce que vous faites, c'est comme ça. J'espère. Que ce soit positif. Voilà. Non mais c'est clair, il faut qu'on puisse agir ensemble, à faire en sorte que le président ne soit pas forcément sous influence de la BNP ou de la Société Générale, mais soit sous influence de ses députés et des citoyens. Donc, ok, bon, tu peux nous aider à les convaincre parce que les semaines qui viennent sont fondamentales. Je sais. On est déjà 70 000 et comme le dit Stéphane Hessel, ce serait bien qu'on soit 100 000 ou 200 000. La police vient de nous demander des tracts pour leur grader qui étaient intéressés. Je pense qu'il faut faire attention quand on est un nouveau, de ne pas être écrasé par le poids de l'institution, en se disant « ah, je suis ému », ça y est, la politique a commencé, il faut bosser. C'est souvent ce que disent les politiques. Ah, on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas su convaincre. Non, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas su convaincre, c'est parce qu'on n'a pas pu convaincre. Et pourquoi on n'a pas pu convaincre? Parce que cette couche épaisse de résignation, de passivité, de fatalité. Et là, voilà le grand problème. Alors, ça dépend de nous et ça ne dépend pas de nous. Il y a toute une partie qui ne dépend pas de nous. Mais il y a une partie qui dépend de nous. Celle-là, il faut la continuer sans relâche. Roosevelt 2012 essaye de pousser nos dirigeants à l'audace et au courage par tous les moyens. Parfois c'est dans la rue avec des manifestants, parfois c'est à Bruxelles avec des syndicalistes, des responsables politiques. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec un des conseillers du président. On est régulièrement reçus et on espère un jour qu'ils vont vraiment reprendre nos idées. Mon message, c'est ne perdez plus de temps. On vous regarde comme un parti qui a tardé. Ce n'est plus possible. Il faut maintenant que, très vite, vous preniez en main les problèmes centraux, mais travaillez vite.